Bienvenue au podcast Le Sac du Car. Mon nom est Didier Orméjus. Cette semaine, je vais recevoir comme invité Jean-Michel Elie. Jean-Michel Elie, qui est un ancien joueur de football, qui fait maintenant carrière comme comédien. Alors, on va discuter de son cheminement particulier. Comme à l'habitude, Marc-André Chaloux sera là en compagnie de Marc-André. Et on va faire un petit regard vers l'avant, étant donné que cette semaine, le camp d'évaluation de la NFL, le fameux Combine, va commencer à Indianapolis. On va parler des joueurs qui seront à surveiller. Marc-André va y aller du chronique Fantasy Football. Encore une fois, il va nous parler des joueurs qui l'ont déçu durant la saison, mais également de ceux qui l'ont surpris à la position de carrière. On va faire un tour, toujours en compagnie de Marc-André, des actualités à travers la NFL. Il n'y a pas de saison morte du côté de la NFL. Alors, ça se poursuit. Alors, sans plus tarder, cet épisode du podcast Le Sac du Cœur commence à l'instant. Marc-André, ça va vite. On dirait, là, c'était hier qu'il y avait le match du Super Bowl. Puis là, déjà, le combine, en fait, est commencé. Il y a des DG, on enregistre le podcast mercredi matin. Mardi, il y a plusieurs DG, en fait, tous les DG, les 32 DG de la NFL, même les entraîneurs-chefs ont rencontré les médias à Indianapolis lors de la journée des médias là-bas. Puis là, ça va être au tour des joueurs. Ça commence, il n'y a pas de pause, là, décidément. Il n'y en a pas de saison morte du côté de la NFL. Non, aucune saison morte. Ça va à un train d'enfer, puis dans quelques semaines, on va être au repêchage. Didier, ça se passe vite quand même. Même nous, on pensait Ouais. vouloir rester dans le podcast pour faire durant, mettons, toute la saison morte. Mais écoute, on a des choses à se dire finalement. C'est pas si difficile que ça que de se trouver des sujets à placoter durant la saison morte. Non, effectivement. Puis le 12 mars, ça va être le début de la période des joueurs autonomes également. Il y a plusieurs joueurs qui vont changer d'adresse. Alors, la semaine prochaine, on va mettre la table justement pour la période des joueurs autonomes. Mais là, aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, on va se concentrer sur le camp d'évaluation qui est déjà commencé à Indianapolis. Exactement. Et on va commencer par Travis Hunter, la licorne que les gens s'amusent à appeler dans le milieu, le receveur de passe slash demi de coin des Buffaloes de l'Université du Colorado. Travis Hunter, Didier, a gagné le Heisman l'année dernière. C'est le meilleur receveur, le Mhm. meilleur demi-coin de la Ligue. Et ça va être intéressant de savoir. On dit que présentement, il va participer au camp d'évaluation comme avec les demi-défensifs, donc comme demi de coin. C'est intéressant. Qu'est-ce que tu vas surveiller dans le cas de Travis Hunter? Ouais, j'ai hâte de voir également est-ce qu'il va y avoir des répétitions à la position de receveur de passe. Aussi, j'ai hâte de voir ça, mais Travis Hunter, qui est vraiment un joueur unique. Comme tu as mentionné, jouait aux deux positions à l'Université du Colorado, position de receveur de passe et de demi-coin. Puis là, il faisait pas juste jouer sporadiquement à une des deux positions. Il y a des matchs où il était sur le terrain pour tous les jeux, là, autant en attaque qu'en défense. Alors, du côté de la NFL, est-ce que ça va être possible? Ça, je crois pas là, du côté de Travis Hunter de faire ça, parce qu'à un moment donné, l'usure va le rattraper. Mais il est un vrai receveur de passe. Parce que, bon, je me souviens à l'époque, il y a longtemps, Deion Sanders, justement, qui était son entraîneur à l'Université du Colorado. Deion était principalement bon, un demi-coin, un retourneur de beauté, possiblement le meilleur demi-coin de toute l'histoire de la NFL. Mais par moment, on l'utilisait en attaque. Mais généralement, il courait juste des tracés bon, dans les zones profondes, puis c'était peut-être quoi? Une dizaine de jeux par match à l'occasion. Mais comme je le disais, Travis Hunter, non seulement c'est un vrai demi-coin, mais il est également un vrai receveur de passe. J'ai hâte de voir, bien sûr, ses tests physiques, Marc-André, de voir son chrono aux 40 verges, son saut vertical, tout ça, parce qu'il est vraiment un athlète exceptionnel. Alors, j'ai hâte de voir les chiffres qu'il va avoir lors de ses tests physiques. C'est du jamais vu dans son cas et j'écoutais une entrevue avec Brian Callahan, qui est l'entraîneur-chef des Titans, qui ont le premier choix, et Mhm. une entrevue avec Andrew Berry, qui est le directeur général des Browns, qui ont le deuxième choix. Et Callahan disait que lui, sa position, l'idéal pour Travis Hunter, ce serait qu'il soit comme demi de coin partant de l'équipe, tandis qu'Andrew Berry disait que de façon primaire, sa première position, il verrait comme receveur dans la NFL. Donc, chose certaine, Mhm. Travis Hunter n'a pas fini de faire nourrir les discussions jusqu'au camp d'évaluation, même jusqu'au repêchage et même jusqu'au début de la saison. J'ai bien hâte de voir. C'est vraiment quelqu'un, comme tu l'as dit, unique,
C'est un talent exceptionnel. C'est du jamais vu dans son cas. J'ai bien hâte de voir où est-ce que Travis Hunter va débuter la saison, à quelle position l'année en 2025. Ouais, il semble à la suite de ce que tu viens de dire, ça va dépendre de l'équipe qui va le repêcher. Je sais que lors des 2 dernières semaines, lui, il a dit qu'il voulait jouer comme demi de coin principalement du côté de la NFL. Mais en tout cas, on va voir, comme tu dis, peut-être que justement, si les Browns le repêchent, ils vont dire non, non, ça va être un receveur de passe en premier, puis un demi de coin par la suite. Mais en tout cas, c'est vraiment intriguant. Juste d'en parler, là, j'ai déjà hâte au mois de septembre. En fait, j'ai hâte au repêchage, premièrement, pour voir quelle équipe qui va le repêcher. Il y a l'ancien demi de coin Champ Bailey aussi qui jouait aux 2 positions à Georgia, mais c'était pas le même Oui. genre, de production offensive à la position de receveur de passe et tu vois, dans la NFL, ça s'est vraiment pas traduit. La position de receveur de passe, il est devenu un demi de coin étoile, mais je pense que Travis Hunter est un meilleur receveur que Champ Bailey. Bref, il y a pas de comparaison encore possible avec Travis Hunter. Tu as parlé de Deion Sanders, c'est quand même intéressant. Mais j'ai bien hâte de voir. On peut passer maintenant à Ashton Genty, le porteur de ballon des Broncos de Boise State. Il ne sera pas du camp d'évaluation. En fait, il est présent pour les tests médicaux et pour rencontrer les équipes, Ashton Genty, mais il a décidé de ne pas prendre part aux tests tels quels en fin de semaine. Est-ce que c'est une bonne décision pour lui? Tu crois-tu que c'est une bonne décision dans son cas? Ben, je pense pas que ça va affecter où il sera repêché là, de son côté, Genty. Faut pas oublier l'usure de la saison. Hein. Boise State avait participé aux éliminatoires. La saison au niveau du football universitaire américain devient de plus en plus longue. Mais écoute, c'est un joueur spécial. Là. C'est tout un porteur de ballon. Toi et moi, combien de fois on s'est texté au cours de l'automne, là, qu'on voyait ses statistiques après les rencontres, plus de 200 verges à toutes les semaines, ou à peu près. On n'en revenait pas de voir à quel point il a été productif. Il avait même une chance de battre le record de Barry Sanders pour le plus grand nombre de verges au sol en une saison au football universitaire américain. Il passait bien près. Moi, qu'est-ce que j'ai hâte de voir par contre? Bon, il ne va pas participer au test physique comme tu l'as dit, mais ça va être sa taille. Il mesure réellement combien? Parce que je crois, bon, dans le guide média des Broncos de Boise State, on indique qu'il mesure 5 pieds 9. Mais là, j'écoutais des gens qui disaient qu'ils l'ont vu en personne, puis ils disent il semble qu'il est plus petit que ça. Alors, j'ai bien hâte de voir ça, mais les images parlent d'elles-mêmes. La longue course qu'on voit là en ce moment, Marc-André, c'était contre Oregon. Oregon qui a été classé numéro 1 pendant la majorité de la saison au football universitaire, puis il avait connu un match du tonnerre. Bon, il joue à Boise State, qui ne fait pas partie d'une grosse conférence, le Mountain West. Mais lorsqu'il a joué contre des bonnes équipes, il a livré la marchandise. C'était plus difficile contre Penn State lors du match éliminatoire. Je crois que ça lui a pris une trentaine de courses pour atteindre la marque des 100 verges au sol, mais Penn State avait une des meilleures défenses contre le jeu au sol de tout le football universitaire américain. Puis sa ligne d'attaque, bon, elle ne fait pas compétitionner avec l'excellente ligne défensive des Nittany Lions. Mais c'est dommage, j'aurais aimé ça le voir en action lors du combine. On ne le verra pas en action, mais je gardais un œil sur sa taille. J'ai bien hâte de voir combien de mesures réellement. Ce serait intriguant au repêchage de voir son rang de sélection parce qu'on dit que c'est une Mm. excellente cuvée pour les porteurs de ballon cette année. On peut aller chercher un excellent porteur de ballon le jour 2, voire le jour 3 même. Donc, ce serait intéressant de voir si justement le fait qu'il y a plusieurs bons porteurs de ballon, Ashton Genty est indéniablement le meilleur de sa cuvée. Ça, c'est vraiment un fait acquis, c'est un acquis. Mais j'ai hâte de voir s'il ne va pas justement glisser à cause que c'est une excellente cuvée pour le porteur de ballon. Ouais, non, ça c'est un très bon point, qu'est-ce que tu dis, puisqu'il y en a plusieurs porteurs de ballon, effectivement. Puis il y en a même un autre là, que j'ai hâte de voir lors du camp d'évaluation à Indianapolis. Cette année, je crois qu'il va y avoir des porteurs de ballon sélectionnés en première ronde du repêchage, mais ouais, effectivement, les équipes peuvent se montrer patientes parce qu'il y en a plusieurs, puis de vraiment là, de qualité en plus. D'ailleurs, parlant de ce partant de ballon, il y a des observateurs audacieux qui le placent même devant Ashton Genty, le porteur de ballon de North Carolina, Omarion Hampton, qui est vraiment un porteur de ballon de type double menace. En 2024, 1660 verges au sol et 373 verges par la passe en 12 matchs. C'est un porteur de ballon qui pourrait être intéressant pour plusieurs équipes qui cherchent ce type vraiment de demi à l'attaque. Warrington, je me pose la question, j'ai entendu ça moi aussi, là, des gens qui disent ah, l'écart entre lui et Jetty n'est pas aussi grand qu'on pourrait le penser. Puis
aussi, écoute, il pèse quoi, 220 livres, je crois, puis à ce gabarit-là, il est très rapide, très explosif. Donc, moi, j'ai vraiment hâte de voir son chrono aux 40 verges, son chrono aux 10 verges au départ, de la façon qu'il va bouger latéralement lors du camp d'évaluation. Mais j'aime ce que tu viens de dire parce que je me souviens, là, ça, je vais remonter à loin, là, OK? Le repêchage de 1999, OK? Là, il y a des gens qui nous écoutent qui n'étaient même pas nés, encore une fois, à cette époque-là. Mais Ricky Williams, tu te souviens de Ricky Williams, l'ancien demi à l'attaque notamment des Dolphins de Miami, comme il avait été récipiendaire du trophée Heisman, il était sensationnel, puis tout le monde croyait que Ricky Williams allait être le premier porteur de ballon sélectionné. Puis là, arrivé au repêchage, le premier porteur de ballon qui avait été repêché, ça avait été Andrew James par les Colts d'Indianapolis, parce que Bill Polian, le DG des Colts, trouvait que James ben, était plus complet que Ricky Williams en termes de porteur de ballon. Il était un meilleur bloqueur et surtout un meilleur receveur en sortant de champ arrière. Alors, un peu comme qu'est-ce que tu viens de dire à propos de Marion Hampton. Alors, ça va être quelque chose à surveiller lors du repêchage. Mais tout d'abord, moi, j'ai hâte de le voir lors du camp d'évaluation, lors du combine au cours des prochains jours. C'est un Jahmyr Gibbs. C'est le genre de porteur de ballon qu'un Ben Johnson avec les Bears pourrait être intéressé à aller chercher, selon moi. C'est le moule Ouais. qu'on recherche. Ouais, mais commençons par la ligne à l'attaque pour les Bears, s'il te plaît, Ouais. OK? Commençons par la ligne à l'attaque, parce que peu importe qui est le porteur de ballon, si on ramène la même ligne que l'année dernière, oublie ça, là. Il va avoir aucun succès. Puis je pense que, si je ne me trompe pas, tout l'intérieur de la ligne à l'attaque des Bears, en passant, pourrait devenir joueur autonome. Là. Je parle de leur centre partant et de leurs deux gardes. Il me semble que j'ai vu ça hier. Parce que peu importe, souhaitons des choix au niveau de la ligne à l'attaque du côté des Bears, s'il vous plaît. Marque quand même un très bon point là-dessus. Abdul Carter, maintenant, de l'Université Penn State, c'est un joueur qui est passé de secondaire à ailier défensif l'année dernière, puis ça l'a vraiment permis d'atteindre son plein potentiel. Il a vraiment connu une saison exceptionnelle. Lui non plus ne sera pas du camp d'évaluation puisqu'il se remet d'une blessure qu'il avait subie lors des éliminatoires de la NCAA. Il a dit lors du match contre. Ben, il avait été blessé lors du match précédent, celui de Notre-Dame. L'équipe m'échappe en demi-finale, mais qu'il avait quand même disputé la rencontre contre Notre-Dame en finale. Puis c'est ça. Il va simplement participer au fameux Pro Day là, de l'Université Penn State plutôt dans quelques semaines. Ouais, puis c'est un peu incroyable du côté d'Abdul Carter, c'est qu'il jouait avec un bras, puis malgré tout, il était productif. Malgré tout, il était capable de presser le carrière adverse. Il est tout un athlète, puis c'est dommage qu'il ne sera pas en mesure de participer au combine, mais bon, il a une bonne raison, là. Il se remet toujours de cette blessure à une épaule. Mais c'est un joueur qui est vraiment explosif. Il porte le numéro 11, joue à la position de chasseur de cartes, comme tu viens de dire. Puis le joueur qui portait le numéro 11 avant lui, ben, c'était Michael Parsons à Penn State. Si on remonte encore plus loin dans le temps, il y avait LeVar Arrington qui a porté le numéro 11, mais lui jouait à la position de secondaire de ligne. Il avait gagné le trophée Butkus qui est remis annuellement au meilleur secondaire de ligne de football universitaire américain. Comme quoi, il y a beaucoup de traditions. Là. Si tu portes le numéro... En fait, le numéro 11, on ne le donne pas à n'importe qui à Penn State. Mais Abdul Carter, c'est tellement un athlète fluide. Je ne serais pas surpris s'il est repêché au tout premier rang du repêchage. Du moins, il est dans la discussion. Je crois vraiment du côté des Titans du Tennessee pour être le premier joueur sélectionné. Je sais qu'on a besoin de carrière du côté des Titans, mais peut-être si on ne tombe pas en amour avec Cam Ward et Shedeur Sanders, on a tellement besoin du côté du Tennessee. Abdul Carter pourrait être possiblement le premier choix du repêchage. Il reste encore beaucoup de temps. Mais comme je le disais, c'est un athlète fluide, il joue avec beaucoup de ténacité, très rapide, possède un bon premier pas. Il n'est pas aussi élite que, supposons, un Von Miller. Lorsque Von Miller avait terminé sa carrière universitaire à Texas A&M, je ne crois pas qu'il soit dans la même classe que Michael Parsons. Michael Parsons était supérieur à lui durant sa carrière à Penn State, mais il est tout un joueur de football. En tout cas, on va devoir attendre son Pro Day pour voir ses chiffres au niveau des tests physiques. Mais c'est malheureux qu'il soit toujours ennuyé par cette blessure à une épaule. Mais l'important pour lui, ça va être, bien sûr, d'être en pleine forme lorsque quand l'entraînement va commencer. Encore une fois, j'ai hâte de voir quelle équipe va le repêcher. Son coéquipier, l'allié rapproché, Tyler Warren, a connu lui aussi la grande éclosion cette année à la position. 104 catchs, 1233 verges et 8 touchés en 2024.
Ouais, puis lui, il va participer au combine, au camp d'évaluation. Il est supposé de faire les tests physiques. En tout cas, j'ai rien lu qui disait comme quoi qu'il n'allait pas y participer. J'ai vraiment hâte de voir Marc-André ses résultats. Au 40 verges, notamment, parce que tu vois, là, ce jeu-là, il était à la position carrière. On l'utilisait régulièrement au sein de la formation Wildcat comme carrière. Des fois, il passait le ballon. Des fois, il courait comme C'est vient de un le faire. ancien Tu as vu? carrière dans les rangs secondaires aussi. Ouais, mais c'est que c'est un gros bonhomme. Puis il est gros, puis on l'a vu lors du jeu précédent. Regarde-moi le catch, tout à fait spectaculaire. Mais il est en mesure de tourner le coin contre la défense de Purdue, puis on l'a vu faire ça à plusieurs reprises. Moi, je suis curieux de voir son chrono au 40 verges, parce que c'est un gros bonhomme de 6 pieds 5, près de 260 livres. Il a des mains exceptionnelles, comme on le voit ici lors des faits saillants. Écoute, c'est vraiment tout un joueur de football. Alors moi, j'ai hâte là, de le voir au 40 verges, son saut vertical, également au niveau des tests, au niveau des mouvements latéraux. Parce que moi, j'ai hâte de voir ça. Parce que Tyler Warren, c'est un joueur qui était vraiment excitant à voir jouer. À chaque fois qu'on mettait dans le champ arrière avec la formation Wildcat à Happy Valley, il y avait un buzz dans le stade. On avait hâte de voir qu'est-ce qu'il allait faire. Alors moi, je suis curieux là, de voir seulement son temps au 40 verges, à quel point il est réellement rapide. Parce que moi, j'en revenais pas avec son gabarit, de voir qu'en mesure de chercher l'extérieur, tourner le coin contre les défenses adverses. C'est sûr, au niveau de la NFL, les défenses sont plus rapides, mais quand même, c'est impressionnant. Ça nous démontre à quel point il est athlétique. On le compare rien de moins, on le compare à Rob Gronkowski en termes de potentiel à la position de les rapprocher. Puis, je sais pas, c'est un joueur, selon moi, qui pourrait avoir le même genre d'impact que Brock Bowers a eu dans la NFL à sa première saison. Fait que ça reste à voir. Selon moi, est-ce que tu es prêt maintenant pour parler des corps arrière? C'est toujours ça Allons-y. exactement. Ça fait toujours euh, des discussions vraiment animées, les corps arrière. Commençons par Cam Ward, le corps arrière de l'Université de Miami, les Hurricanes. L'année dernière, plus de 4300 verges par la passe, 39 passes de toucher, 7 interceptions. Et il ne sait pas encore s'il va décocher des passes lors du camp d'évaluation, mais ça demeure quand même un choix qui, selon moi, va partir dans le top 5 là, au repêchage. Ouais, pour les carrières, tu sais, il y en a qui veulent pas mal paraître parce que tu lances à des receveurs que tu connais pas. Hein, tu sais, ce sont bon, les meilleurs joueurs au pays qui sont là, les meilleurs receveurs en vue du repêchage. Alors, tu sais, t'es pas habitué au mouvement des receveurs de passe, le timing n'est pas le même, mais les équipes le savent, ça. Donc, elles vont pas t'en tenir rigueur. Pour les équipes, lors du camp d'évaluation, lors du combine, c'est question c'est que tu as les meilleurs espoirs de la position de carrière qui sont tous au même endroit. C'est la seule fois que ça va arriver là, okay, au cours de l'hiver et du printemps. Donc là, tu peux voir comment ils lancent ce ballon, côte à côte ou ensemble. C'est plus facile de les comparer là, au niveau de leur mécanique également, la puissance de leurs bras et tout. Alors, on va voir si Ward sera là. Pour moi, il est le meilleur espoir à la position de carrière. Je pense que c'est en train de devenir unanime, si on peut dire, là, auprès des analystes du repêchage de la NFL devant Shredder Sanders. Il n'est pas un athlète explosif, alors c'est pas quelqu'un qui va nous émerveiller avec ses tests physiques, mais il est un bon athlète quand même. Il est en mesure d'acheter du temps, mais je veux dire, c'est pas dans la catégorie de Lamar Jackson ou de Jaden Daniels, mais il est en mesure de sortir de la pochette, d'acheter du temps. Il est imposant physiquement. Alors j'espère qu'il va choisir au moins de faire des tests physiques. Peut-être qu'il ne voudra pas lancer le ballon à des receveurs qu'il ne connaît pas, mais au moins qu'il fasse des tests physiques, ça serait intéressant. Mais pour les carrières, qu'est-ce qui est le plus important? C'est vraiment des réunions avec des équipes. Qu'on assiste cette année, la tendance, c'est que les joueurs qui sont assurés de sortir haut au repêchage, ben, ils se disent tout ce que je peux faire, c'est diminuer ma valeur avec ces camps d'évaluation-là, ces tests-là. Donc, je préfère vraiment, comme tu le dis, être familier, avoir un environnement vraiment qu'ils connaissent dans leur Pro Day de leurs équipes respectives. Donc, ça, c'est vraiment une tendance à surveiller aussi, je trouve, pour les prochaines saisons. Parlant de personnes qui vont être à Indianapolis en fin de semaine, mais qui n'a décidé de ne pas participer au test d'évaluation, c'est Shedeur Sanders, le quart du Colorado. Mais il sera là pour rencontrer les équipes. Lui aussi va assurément sortir dans le top 5 à la position. Dans le top 5 au total, il sera l'un des deux, selon moi, premier quart arrière sélectionné au prochain repêchage. Oui, et puis comme on vient d'en parler dans le cas de Cam Ward, bon, Shedeur, lui, il a annoncé qu'il n'allait pas participer au test physique, mais comme je le disais,
pour les carrières, qu'est-ce qui est vraiment important, ce sont les meetings avec les équipes. Tu sais. Parce que lorsque tu repêches un carrière en première ronde, ben, si tu crois en son potentiel, ce joueur-là va devenir le visage de ta concession. Alors, tu veux savoir à qui tu as affaire, sa personnalité, mais également de le mettre sur le tableau, comme on dit. Tu sais, de lui donner des jeux. Parce que les rencontres sont très courtes. Hein? En passant, c'est juste 15 minutes. Donc, le temps, tu dis, hey, salut, comment ça va? Comment va ton père, Dion, tout ça? Ben là, il te reste 3 minutes en moins, là, déjà, Marc-André. Donc, mais de le mettre sur le tableau, tu sais, tu peux commencer la conversation en lui parlant de certains jeux. Puis là, après ça, dans les 5 dernières minutes, ben là, tu peux lui dire, hey, peux-tu me montrer le jeu? Peux-tu dessiner le jeu au tableau? Le jeu qu'on t'a montré il y a 12 minutes de ça, tu sais, pour voir si sa mémoire, s'il va être en mesure de s'en rappeler des ajustements dont vous avez discuté plus tôt. Donc, pour Shedeur Sanders, ça va être principalement ça, étant donné qu'il ne va pas participer au test physique sur le terrain. Comme tu l'as si bien dit, lui, il préfère attendre à son Pro Day de lancer le ballon à des receveurs qu'il connaît bien. Alors, écoute, c'est son droit. Moi, j'ai pas de problème avec ça. T'sais, si lui se sent pas à l'aise de décocher des passes à des receveurs de passes dans le cadre du combine, mais en tout cas, on va voir ça. Là. Moi, j'ai bien hâte de voir, mais je crois sincèrement que Ward va être sélectionné avant Sanders. Un qui a fait augmenter sa valeur avec une grosse performance au Senior Bowl, puis qui cherche à encore plus augmenter sa valeur parce qu'il va, lui, participer au camp d'évaluation. C'est le Carl Mm-hmm. Jackson Dart de l'Université Ole Miss. Vraiment, comme je te disais, il a connu un Senior Bowl vraiment. Il est redevenu dans les conversations pour être un choix de première ronde avec justement cette grosse performance-là il y a quelques semaines. Oui, à cause du phénomène de rareté à la position de carrière. Hein, parce que, bon, pendant toute la saison, on se disait, ah, ben, il semble que le avoir Ward et Sanders contre repêchés en première ronde. Mais c'est qu'il y a tellement d'équipes qui ont besoin de carrière. Puis on sait qu'ils viennent marcher des joueurs autonomes. Généralement, quand les carrières sont joueurs autonomes, il y a une raison pourquoi ils sont joueurs autonomes. Ben, ils ont des faiblesses, que ce soit au niveau de la santé, leur âge, peu importe. Mais Jackson Dart est intriguant. Comme tu l'as dit, il a été en mesure d'augmenter sa valeur lors du Senior Bowl. Puis là, il va essayer de faire la même chose lors du Combine. Et moi, j'ai hâte de voir ça parce qu'il pourrait, Marc-André, peut-être devenir le Bo Nix du repêchage 2025. Là, je ne sais pas qu'il va connaître une saison recrue comme Bo Nix, c'est pas ça que je dis du tout. Mais ma comparaison est que Bo Nix, à la fin de la saison, lorsqu'on a arrêté de jouer avec casque et épaulettes, des vrais matchs de football, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlaient de Bo Nix comme ayant le potentiel d'être repêché en première ronde. Mais Bo Nix, à toutes les étapes, il a été en mesure d'impressionner les équipes, notamment les Broncos et Sean Payton, qui, eux, l'ont repêché en première ronde, puis il a connu vraiment une très bonne saison en tant que carrière recrue dans la NFL. Donc, Jackson Dart, lui, c'est ce qu'il essaie d'imiter. Là. Il essaie de gagner en valeur à chaque étape du processus. Alors, pour lui, ben, il n'a pas le choix là, de participer à tous les tests physiques, de tout faire lors du combine, lors du camp d'évaluation à Indianapolis. C'est la bonne stratégie dans son cas parce qu'il n'a pas le CV que Cam Ward et que Shedeur Sanders ont. Il y a encore des points d'interrogation dans le cas de Dart, mais il pourrait potentiellement être repêché en première ronde. Parce que moi, j'ai hâte de voir la suite du processus dans son cas. Il y a des comparaisons avec Mitch Trubisky, Jackson Dart, Ouf, non, genre mais de là, non, carrière. ça c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ouais, Mitch Trubisky, repêché en première ronde, top 10, bref. Ouais, mais Deuxième au total, même. c'était très tôt dans le top 5. Je me souviens pas Ouais, c'était quoi. Je pourrais vérifier sur mon ouais, ordinateur, mais Mitchell Trubisky en ouais. vaut pas la peine. Je vais même pas faire cet effort-là. C'était C'est dans le bon. top 5. Je sais que Patrick Mahomes a été repêché après lui. De Sean Watson, à l'époque, on disait que ça n'avait pas de bon sens, mais finalement, bon, de Sean Watson, personne ne touche à ça là, maintenant. Mais tout ça pour dire, non, Mitchell Trubisky, non, je ne veux pas faire ça. Il me reste du temps pour trouver un comparatif à Jackson Dart, mais crois-moi, lorsque je vais en trouver un, ça ne sera pas Mitchell Trubisky. Je ne veux pas lui faire Je m'en ça. allais Je ne faire veux pas une. le jinxer je m'en avant le allais- début de sa carrière. Avec ce que tu viens de dire, je m'en allais faire une mauvaise blague sur Deshaun Watson, mais je vais me garder une petite gêne. On voulait terminer Non, avec. ouais, c'est mieux, ouais. Je suis rendu De mature, Sean les Watson, enfants, ça me écoute, change. oui, exact. Alors, ben, écoute, juste mentionner son nom, je me sens mal de mentionner son nom. Donc, passons au autre sujet. Bref,
touche pas à ça, Deshaun Watson, faites le lien dans votre tête Mm. que je m'en allais avec ça. Elic Ayo-Manor, on voulait terminer avec un receveur canadien qui est le meilleur Canadien classé en ce moment. C'est un Ontarien qui vient de Medicine Hat, là où évoluent les Tigers dans la Ligue junior de l'Ontario. Je vais faire une référence au hockey juste pour toi. Il est classé 7e Ouais. chez les receveurs de Alberta, tu veux passe dire, en Medicine vue Hat du en Alberta, repêchage. ouais. Ah, j'ai dit Le titre de Ontario, hein? Ouais, l'Alberta. Oui, oui, oui. ouais, ouais. Et Le crime. titre de l'Alberta. Ben oui, ben, c'est Eh correct. Tout le ouais. monde fait des erreurs. C'est pas la fin du Oh monde. Ben ouais, c'est une non! ancienne université Stanford. Puis tu le vois, bon, il est rapide. Puis c'est un gros bonhomme. Il a un gros physique. On le voit. Carrure imposante à la position de receveur de passe. Puis c'est un ancien sprinter. Alors, il y a bien des gens qui s'attendent à ce qu'il réalise un excellent chrono au 40 verges. Ça va être à surveiller parce que oui, je sais, lors du camp d'évaluation au combine, les joueurs ne portent pas de casque et épaulettes, sont juste en t-shirt puis en shorts. Mais malgré tout, on le voit année après année, des joueurs qui sont en mesure d'augmenter leur valeur au repêchage en réussissant un bon chrono. Puis lui, avec son cabaret à la position de receveur de passe, puis il a connu une bonne carrière. Là. Il a été très productif à Stanford. Alors, j'ai hâte de voir ça là, pour Aymanor, pour voir quel genre de combine, de camp d'évaluation qu'il va connaître, parce qu'il est en position afin de faire grimper sa valeur. La Ligue de l'Ouest. Medicine Hat, c'est bien en Alberta, donc la Ligue junior de l'Ouest. Je voulais faire une blague sur le hockey pour te faire chier. Je l'ai manqué, imagine. Un Là, peu triste. tu vois, c'est le karma. On l'a dit, on ne parle pas de hockey ici. On n'en parle pas. on, nous Ouais. sommes les seuls gens au Québec qui ne parlons pas du hockey ou du Canadien. On a terminé, Didier. On a conclu notre tour d'horizon des On a prospects, fait le des tour. espoirs qui seront exacts, qui seront au camp d'évaluation ou pas, ou qui seront là, en fait, physiquement, mais où ce qu'ils vont participer au camp ou pas en fin de semaine à Indianapolis. Ouais, c'est ça. Puis il y a toujours des joueurs qu'on connaît moins, puis là, qui deviennent des vedettes, entre guillemets, lors du camp d'évaluation. C'est pas l'année dernière, Xavier Worthy. Il y avait des rumeurs comme quoi qu'il pourrait peut-être battre le record aux 40 verges, mais il est en mesure de le faire avec un 4-2-1. Puis il a été repêché en première ronde par les Chiefs. Il a rendu de bons services à Kansas City. Fait, ça va être intéressant de voir là, les joueurs qui vont être en mesure justement là, de ressortir du lot, si on peut dire, lors du camp d'évaluation de la NFL. Mais j'ai eu l'occasion, oui, de m'entretenir avec un ancien joueur de football, Marc-André, qui est maintenant comédien. Il s'agit de Jean-Michel Elie, qui est un ancien joueur de ligne défensive, notamment au Cégep du Vieux-Montréal et avec l'Université McGill. Je vais parler de son parcours et comment il a fait cette transition de footballeur à comédien. Alors, écoutons l'entrevue que j'ai faite avec Jean-Michel Elie. Jean-Michel Elie, bon, tu es comédien, mais tout d'abord, j'aimerais parler de ton parcours au football. Tu es un ancien des Spartiates du Cégep du Vieux-Montréal. Alors, dis-nous, ben justement, parle-nous justement là, de ta carrière de footballeur qui s'est rendue jusqu'au rang universitaire. Ben, premièrement, tu sais, j'ai commencé à jouer au football à l'école secondaire Jean Groux, sous la gouverne de Emmanuel Casséus à l'époque dans ce programme-là. Je pense que vous avez joué ensemble, vous êtes côtoyés aussi au Cégep. Puis, Ouais, on a joué arrivé au ensemble, Cégep, ben oui. ouais, ça. Arrivé au Cégep, je me suis fait recruter par différents Cégeps. Puis, j'ai commencé en Beauce et ensuite, je suis venu à CVM, qui est le Vieux-Montréal, pour continuer ma carrière en tant que cégepien étudiant athlète. Puis, ouais, arrivé au Cégep du Vieux-Montréal, c'est- c'était c'était complètement différent que les autres programmes parce que c'est tellement un programme comme Différent de dédié la à bourse, l'excellence. j'imagine. Ouais, différent de la bourse en tant que culture aussi, Parle-moi là. de ça un peu. C'était comment pour un gars? Tu dis, t'as grandi à Rivière-des-Prairies, t'es un gars de Montréal, bon, t'es Ouais. un Haïtien, puis là, de te retrouver en Beauce. Ça, c'était comment, là? Je suis curieux de savoir ça. Écoute, je savais, je savais pas que je pouvais être autant une minorité visible dans un endroit parce que, comme je te dis, comme tu dis, j'ai grandi à Rivière-Prairie, donc, tu sais, il y avait beaucoup un mix de cultures. Donc, pour nous, Mhm. il y avait pas vraiment, on savait pas vraiment c'était quoi être une minorité visible. Puis, quand je suis arrivé en Beauce, tu sais, j'ai découvert une autre culture. Puis c'était une vie de campus, je te dirais.
C'était, tu vas à tes cours, tu rentres chez toi, tu fais tes devoirs, tu vas au gym, tu vas à la pratique. Après ça, c'est la routine se répétait jour après jour. Et tu sais, la bourse, je pense que ça a été un bon parcours pour moi pour comme un peu me fortifier en tant qu'homme, genre, je dirais. Puis Mhm. ensuite, je pense qu'une fois que l'année s'est passée, ben, c'était clair et net que j'allais retourner à Montréal pour le cégep du Vieux-Montréal. Puis arrivé au Vieux, c'était une tradition de gagnant, c'était l'excellence, tout le monde est bon dans le programme, donc tu te développes en tant que joueur, puis tu es prêt pour aller au prochain niveau qui était l'université. Puis arrivé à l'université, ben, c'est là que j'ai genre pris ma décision. J'ai joué une saison, puis ensuite j'ai pris ma décision de commencer à faire de l'humour, une passion que j'avais depuis que j'étais petit, mais que je n'étais pas capable de dire ouvertement à mes amis, ma famille, parce que tu sais, dans la culture haïtienne, c'est très compliqué de dire à tes parents que tu vas être un artiste. Eux, ils Mais croient pas comment en ça ça. s'est fait, ça, justement? Attends, faut que tu me donnes un peu plus de détails, là, justement. Là. Comme tu l'as si bien dit, dans la culture haïtienne, c'est simple. Les parents, généralement, ils veulent que tu sois, bon, soit médecin, avocat, les grosses professions de col blanc. Là. Bon, c'est pas tout le monde hein, qui est apte Ouais, à devenir médecin ou avocat. Mais là, bon, de délaisser les études pour essentiellement aller raconter des jokes, raconter des blagues, c'est ça le travail d'un comédien. Tu fais des spectacles d'humour. Mais là, quand t'as exact. annoncé ça à ta mère, à une mère haïtienne, que t'allais gagner ta vie Ouais. en faisant des blagues, raconte tout ça. J'ai besoin de savoir comment ça s'est déroulé. Parce que je suis sûr qu'il y a une bonne anecdote là, qui accompagne ça. Ben oui, mais tu sais quoi, c'est drôle qu'on dise ça, mais tu sais, moi quand j'ai annoncé à ma mère que j'allais faire des blagues pour vivre, euh, honnêtement, elle a pas mal pris. Elle a pas mal pris. Elle, son raisonnement dans sa tête, c'était, écoute, je m'attendais même pas à ce que tu me donnes un diplôme de secondaire 5. Donc, le fait, le fait que tu te sois rendu à l'université, c'est déjà Fait un qu'elle avait aucune blessing confiance pour en toi. C'est ça aucune qu'elle t'a confiance dit. en moi. Puis, je m'en souviens depuis le secondaire, c'est ça qu'elle me disait. Elle me disait, si t'es capable de me donner un secondaire 5, honnêtement, j'apprécierais vraiment. Puis, elle me disait avec un regard, puis quasiment des larmes aux yeux qui faisaient en sorte que j'étais vraiment motivé à lui donner son secondaire 5. Puis, tu sais, je lui ai donné plus qu'un secondaire 5 aussi, là. Puis, mais elle gardait toujours espoir que je continue l'école parce que, premièrement, j'allais dans une bonne école académique. Puis, deuxièmement, tu sais, quand Parce que tu t'allais à mets McGill, à l'université. C'était à McGill que Ouais, t'étais à exact. l'université. Là. Ouais. À l'université McGill, c'était quand même une école académique très cotée à travers le monde. Ben oui. Puis juste quand je lui ai dit que j'allais à McGill, que j'avais été accepté à McGill, elle n'en croyait pas ses yeux. Là. Elle était comme, hein, t'as été, tu as étudié en médecine? J'étais comme, non, 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 je n'ai pas étudié en médecine, mais tu sais, je m'en vais à McGill, puis elle était contente. Mais je pense que pendant mon parcours à McGill, je suis en train de réaliser que je vivais le rêve de d'autres personnes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, tu sais, moi, quand j'étais petit, on m'a vraiment, pas forcé, mais comme influencé à jouer au foot. Puis, tu sais, au lieu de aller dans des cours d'art dramatique, ben, tu sais, je continuais à jouer au football. Donc Donc, là, même ça lorsque l'a... tu étais jeune, tu avais ça en toi, ce côté Ah ouais, créatif-là, ouais. ce côté artistique-là, tu le ressentais. Là. Je le ressentais fort, puis je m'en souviens, mon frère nous avait, il m'avait montré un spectacle d'humour de Kevin Hart, puis il m'avait montré un spectacle d'humour aussi de... Le premier spectacle que j'avais vu, c'était celui de Martin Lawrence, You So Crazy. Ouais. Puis je comprenais l'anglais, mais comme pas d'une manière fluide, mais j'étais vraiment comme émerveillé par qu'est-ce qu'il faisait sur scène. Puis j'arrivais pas à croire que comme c'était possible de raconter des blagues, puis faire des gens rire, puis gagner ta vie avec ça.
Puis je m'en souviens, même mes professeurs, ils disaient tu vas être un comédien plus tard, tu vas être un comédien plus tard, tu vas être un comédien plus tard. Mais alors que j'étais super bon au football, ils me Ouais. disaient Mais est-ce tous que tu vas tu être étais un le gars qui comédien. faisait rire les gens dans le vestiaire, dans la salle de classe? Est-ce que tu étais Ah, un peu un bout en train, si on peut dire, ouais? ouais, j'étais on peut dire là, j'étais le clown de la classe, puis j'étais le clown de l'équipe aussi. J'étais capable de faire rire tout le monde, n'importe qui. J'étais très respectueux aussi, mais c'est juste, j'ai eu beaucoup de retenue aussi après les cours à cause de que je faisais rire les gens. Je faisais rire mes professeurs, je faisais rire les directeurs, directrices, tout le monde. Tout le monde, honnêtement. Il n'y a personne qui pouvait échapper à une blague de Jean-Michel Elie. Puis, c'est ça, quand je lui ai annoncé que j'allais quitter l'école pour faire de l'humour, elle, au début, elle était comme, OK, c'est correct, mais tu sais, garde-toi un plan B. Tu sais, il faut que tu sois capable Mhm. de payer tes factures. Puis, tu sais, tu peux pas rester sous mon toit, puis juste dormir, te réveiller, puis chiller avec tes amis. Il faut que tu entretiens une routine. Puis, c'est ça que j'ai fait. Je suis rentré sur le marché du travail. J'ai commencé à travailler, puis le soir, j'allais faire des comédie clubs, des bars pour jouer, pour faire des spectacles. Puis, c'est comme ça. Ouais, la vie de comédien, pour les gens qui savent peut-être pas, tu sais, c'est pas nécessairement quelque chose de facile. Il faut que tu fasses tes preuves. Oh non. Tu dois travailler énormément, tu sais, afin de travailler justement ton matériel, de l'améliorer et tout. Est-ce qu'il y a un aspect, tu sais, du football qui t'aide dans ton métier de comédien ou c'est vraiment là, deux mondes complètement séparés? Est-ce qu'il y a quelque chose, peut-être l'éthique de travail, justement? Je te dirais que moi, de la manière que je le compare, c'est très similaire. Tu sais, je me Ah dis oui. que un spectacle, un spectacle, c'est comme une pratique. Un spectacle, c'est comme une pratique. Un spectacle dans un bar, c'est comme une pratique. Un spectacle Mhm. dans des grandes salles, c'est comme une game. Tu sais, je, je prévois, je me prépare, surtout pour les grosses games, je me prépare comme si que tu sais, quand on pratique, là, il y a il y a, il y a tu sais, admettons, le lundi, tu fais de la vidéo, mardi, tu fais des drills de one-on-one, tu sais, puis la journée avant le spectacle, tu relaxes un peu, puis Mhm. la journée du spectacle, tu revises un peu tes punchlines et tout. Fait que, tu sais, c'est comme ça que je le compare, surtout avec le terme de faire du tape au football, faire de la vidéo, je m'écoute, Ouais. j'écoute mes audios pendant mes spectacles, je prends des notes. Puis c'est très similaire, tu sais. Pendant la journée, j'écris, je brainstorm des blagues. Donc, c'est très. Moi, personnellement, je dirais que c'est similaire. Ouais, non, ben, j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, qui se rapprochent, comme tu viens de le mentionner. Mais une chose qui est vraiment différente, par contre, tu sais, tu compares ça au football, la journée de match. Là, t'es tout seul. T'es tout seul sur la Ouais, scène, avec la lumière sur toi, le spotlight, c'est toi, le micro et la foule. Alors qu'au football, bah, au football canadien, t'es avec 12, il y a 12 joueurs sur le terrain, le football américain, 11 joueurs sur le terrain. Puis, tu sais, si tu fais une erreur, des fois, ça paraît pas, là. Ça paraît pas pour les mm, spectateurs. Tu sais, où tu peux bien jouer, puis là, l'autre joueur de ligue défensive à côté de toi, ben lui, il respecte pas son assignation, puis ça permet une course de 25 verges. Mais là, tout ouais. repose sur toi. Tu peux pas blâmer personne d'autre, là. Fait que ça, à quel point c'est différent, puis parce que c'est difficile au début, là, lorsqu'on commence à faire des spectacles de comédie. Mais tu sais, par exemple, dans les grandes salles, tu sais, c'est quand même une équipe parce que Mm. l'éclairage, le son, l'éclairage, le son, tu sais, l'aspect technique en coulisses, tu sais, c'est quand même, tu sais, une équipe, pas une équipe de football, mais comme une petite équipe Mm. qui me permet Une équipe d'exceller de sur Formule scène. 1 un peu. Une équipe de Ouais, Formule 1. Toi, exact, t'es le pilote de la voiture. Toi, t'es exact, Lewis Hamilton, là, avec Ferrari. exact. Fait que de temps en temps, je rentre à l'écurie avec un flat tire. So, je me change, puis après, je retourne. Fait que t'as une bonne équipe, ils changent ça en 4 secondes ou à peu près, là, ils font ça très rapidement, là. Ouais, exact. Tu sais,
moi, en tout cas, moi, j'ai toujours l'aspect de comparer ça à du football, puis vraiment que tout le monde a son rôle à jouer pour qu'on puisse avoir un bon spectacle. Puis des fois, comme tu dis, je peux faire des erreurs dans mon texte, puis pas le laisser voir par les spectateurs, puis juste continuer. Puis après ça, dans ma tête, moi, vous ne le voyez pas, mais dans ma tête, je suis comme, OK, il faut que je trouve un moyen de revenir avec cette Ouais. blague-là que j'ai manquée, tu sais, ou que j'ai pas faite. Fait que, c'est avec l'expérience, puis c'est avec l'expérience que tu vas acquérir ça. Genre. Ouais, ben, c'est comme n'importe quoi, hein. Le plus de répétitions tu peux en faire, tu sais, ça, comme tu dis, ça devient l'expérience. C'est de cette façon-là qu'on devient un maître de son art, là, si on peut dire. Là. Exactement. Écoute, je voudrais te parler de football Exactement. rapidement avant qu'on se quitte. Yes. Tu as regardé le match du Super Bowl. Qu'est-ce que tu as pensé là, de la victoire des Eagles de Philadelphie? Est-ce que tu as été surpris de voir les Eagles l'emporter haut la main? Est-ce que tu les avais choisis Ah, pour gagner ou tu avais moi, sélectionné Kansas City? je les avais choisis. Je les avais choisis. Moi, en fait, au début des éliminatoires, j'avais choisi Ravens contre Eagles. Et je OK. pensais vraiment que les Ravens allaient se rendre, mais bon, on a tous vu ce qui s'est passé à Buffalo. Puis, pour moi, les Eagles devaient gagner ce Super Bowl-là. Ça faisait aucun sens qu'ils ne gagnent pas ce Super Bowl-là. Parce que c'est l'équipe, autant en offensive, autant en défensive complète. C'est la seule lacune en offensive que les gens disaient, ou probablement les analystes disaient des Eagles, c'était Jalen Hurts. C'était la seule lacune offensive, puis défensive, Ouais, c'est le ils n'ont point pas de lacune. d'interrogation. Ouais. Ouais, c'est ça. En défensive, c'est juste la défensive parfaite. Donc, les voir performer de cette manière-là au Super Bowl, est-ce que j'étais surpris? Non, mais j'avais juste peur que ça soit la game que la défensive choke. Que ça soit la Mhm. game que, yo, on est rendu dans un, dans un moment où est-ce que comme on n'est pas capable de handle la pression, faire face à la pression, puis comme, on peut plus jouer. Donc, je savais que ça allait être comme ça. Je savais pas que ça allait être autant une raclée que ça, mais Ouais. je savais que les Eagles allaient dominer le match. Puis Ah ben OK, ouais. je Bon, on l'avais avait vu quand ça de la même même avec façon. Renaud Bourbonnais. Pardon? Ben, non, non, on avait vu ça de la même façon, parce que moi aussi, j'avais choisi les Eagles pour l'emporter. Fait que, écoute, on est Ouais. deux anciens ailiers défensifs, deux anciens Spartiates du Cégep du Montréal. Ben oui. Les deux, on a choisi les Eagles. Fait on passait de la même façon. Ben, au-delà, tu as mentionné le nom de Renaud, parce que également, bon, tu co-animes un podcast de football, le Tailgate. Mais là, présentement, également, tous les lundis soirs, tu animes les soirées d'humour au bar chez Roger. Si tu voulais nous en parler un Mhm. peu, là, je te permets d'y aller d'une plug là, avant qu'on se quitte. Oui, merci merci pour la plug, merci pour la belle passe. Dans le fond, chaque lundi soir, j'anime une soirée d'humour au bar chez Roger, dans le quartier Rosemont-Villeray. Et dans le fond, c'est une soirée de rodage où est-ce que les humoristes viennent tester des blagues. Donc, si jamais vous voulez venir voir des blagues qui vont probablement être présentées dans des galas, dans des émissions télé, où est-ce que les humoristes viennent tester pour voir si la blague fait du sens. Le lundi soir, venez, c'est vraiment pas cher en plus. C'est 14 $ le billet quasiment. Puis pour deux personnes, amène ta date, amène tes amis, amène tes parents. C'est quelque chose que tu peux enjoy pendant toute la soirée. Puis aussi, j'anime le podcast Le Tailgate avec Renaud Bourbonnais et Tommy Néron, deux, deux collègues que j'apprécie beaucoup, sauf quand ils parlent de mes Colts d'Indianapolis. Ah, Puis, de partir des puis Colts? ouais, je Wow, suis un mais partisan t'as des vécu des Colts. mots têtes depuis 2 ans avec Anthony Richardson. Je te dirais plus que depuis 2 ans. Depuis que Andrew Luck est parti, on vit des maux de tête. Ouais, c'est vrai. Puis, On change de carrière partant pratiquement tous les ans. Ben oui, depuis. ouais, on est passé de Andrew Luck à Minshew, on est passé avec Matt Il y a Philip Ryan, Rivers à un moment Carson donné. Ouais. Wentz, Philip Rivers. Tu sais,
un moment donné, il parlait de comme peut-être prendre Aaron Rodgers, puis on a payé, tu vois où est-ce qu'ils mettent les grosses affiches là en haut des buildings? Ouais. Il y a des partisans qui ont payé une grosse affiche pour mettre en haut des buildings pour dire No, we don't want Rodgers. Puis, Ah, j'avais pas vu puis ça. ouais, c'est juste hilarant là. Peut-être que c'était photoshoot là aussi là. Mais, mais bref, c'est ça, fait que je co-anime ce podcast-là, puis les lundis, à chaque lundi, j'ai la soirée d'humour au bar chez Roger. Bon, ben ça, c'est super. Écoute, Jean-Michel, merci d'avoir accepté mon invitation au podcast Sac du Cœur. Je vous souhaite du succès là, dans tous tes projets à venir. Définitivement. T'es talentueux, t'es drôle, t'es comique, c'est comme important qu'on ait un comédien. Fait que je suis certain pour toi là, que tu vas juste continuer ton ascension. Merci Didier, c'est très apprécié. Merci pour l'opportunité, puis j'aime beaucoup ton podcast, puis continue, lâche pas. Ah, ben merci, t'es bien gentil. Alors, c'est le moment où on jase de fantasy football. Comme je le disais au début de l'épisode, bon, Marc-André, aujourd'hui, tu nous as préparé tes déceptions et tes surprises à la position de carrière lors de la dernière saison. Je commence avec Sam Darnold, la plus grande surprise, je pense, au niveau fantasy. Toutes Ouais. positions confondues en 2024, repêché comme quart numéro 34, il a terminé comme quart numéro 7 à la position. Et on se souvient des passés, faut se rappeler du contexte avant le début de la saison, lors des repêchages. On se disait, mon Dieu, les Vikings viennent de repêcher J.J. McCarthy. Pardon. Donc, vraiment, à cause de ça, Sam Darnold n'était pas sur le radar. Puis J.J. McCarthy s'est blessé. Puis Sam Darnold, on disait, bon, ça sera juste un quart ordinaire pour un an. On ne savait pas trop à quoi s'en tenir avec les Vikings, mais finalement, ça a été très, 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 très bon. 4153 verges par la passe, c'est bon pour le troisième rang dans la NFL. 35 passes de toucher, c'est bon pour le quatrième rang dans la NFL. Il a été hors du top 15 seulement 4 fois en 16 matchs, Sam Darnold. Donc, la constance aussi était là pour Sam Darnold. Mm. Et à partir de la semaine numéro 11, seulement 2 interceptions. Écoute, c'est pas mêlant. Il a inscrit plus de 300 points fantasy. Il avait inscrit en moyenne moins de 150 points depuis le début de sa carrière avant ça. Donc, ça a vraiment été Imagine. une saison exceptionnelle. Maintenant, pour la suite des choses, c'est sûr qu'il y a un effet Kevin O'Connell, on en a déjà parlé ici. Kevin O'Connell, c'est un gourou des carrières, c'est un génie. Et il fait sortir, il obtient de la production à la position de quart de n'importe qui. On se souvient Nick Mullins, on se souvient du Pastronaut également Josh avec les Dobbs. Vikings. Josh Dobbs, puis Kirk Cousins. Donc, pour la suite des choses, c'est sûr que l'idéal pour Sam Darnold serait de rester avec les Vikings. Mais d'après moi, on va faire la transition vers J.J. McCarthy. Il y a des rumeurs qui envoient Sam Darnold avec d'autres équipes, notamment les Rams peut-être. Si c'est avec les Rams, il y aura une continuité. Hein. Kevin O'Connell, c'est un disciple de Sean McVay. Donc, pour la suite des choses, on va être encore assez frileux, je pense, au niveau fantasy pour Sam Darnold en 2025. Mais je pense qu'avec la bonne situation, la bonne équipe, il pourrait être encore un corps payé. Ouais, le gros domino, ça va être Matthew Stafford. Hein? Parce que là, il veut une Exact. augmentation de salaire. Il y a des rumeurs comme quoi que les Rams pourraient l'échanger. Donc, lui, il va être le gros domino à la position de carrière. Puis on va voir qu'est-ce qui va arriver, oui, avec Sam Darnold. Maintenant, quelle est une autre carrière qui, pour toi, a été une surprise lors de la dernière saison en termes de fantasy football? Baker Mayfield des Buccaneers de Tampa Bay, on l'a repêché comme quart numéro Hmm. 21. Il a terminé comme quart numéro 4. Une autre méga aubaine au niveau fantasy. Encore là, la mise en contexte, on ne savait pas trop avec le départ de Dave Canales pour la Caroline. On se demandait, bon, il y avait des incertitudes. Est-ce que c'était vraiment Dave Canales, c'était le génie derrière l'attaque des Buccaneers, derrière Baker Mayfield? Mais finalement, on s'est rendu compte que non, puisqu'avec Liam Cohen, ben, on a eu une saison tout aussi productive. 4500 verges, 41 touchés, 12 fois dans le top 10 à la position en 16 matchs. Donc, lui aussi, énormément de constance. C'est ce qu'on remarque chez les quarts qui ont de bonnes saisons fantasy. C'est la constance. Et ce qui est d'autant plus remarquable, c'est qu'il le fait sans Chris Godwin pour 9 matchs et sans Mike Evans pour 3. On a vu l'éclosion d'autres joueurs comme notamment Cade Otton à la position d'aller rapprocher et Jalen McMillan à la position de receveur. Il a obtenu des passes de toucher sur 7,2% de ses passes. Ça, c'est un pourcentage très, très, très élevé. On peut s'attendre à une régression en 2025, c'est sûr, mais force est de constater que Baker Mayfield a 2 saisons de 4000 verges par la passe, que ce soit Canales, que ce soit Liam Cohen. Ça n'a pas fait de différence au niveau de la production.
Par contre, on a la même ritournelle en 2025. Liam Cohen est parti maintenant comme entraîneur-chef des Jaguars de Jacksonville. Est-ce que le nouveau coordonnateur à l'attaque va continuer vraiment dans la même veine, va être aussi productif, Baker Mayfield, avec Grizzard, maintenant, qui est le coordonnateur à l'attaque? Force est de constater, on ne peut pas parier contre Baker Mayfield après 2 saisons. Donc, je pense que c'est terminé le temps où on dormait au niveau fantasy pour Baker Mayfield. Je pense qu'il va avoir quand même un aubaine parce que c'est pas un nom c'est pas un gros nom, la position de carrière, mais si vous attendez, il va être entre les positions, selon moi, 8 à 12 de vos repêchages. Donc, on va pouvoir quand même, si vous attendez quelque peu dans vos repêchages pour repêcher un carrière, je pense que Baker Mayfield peut s'avérer une autre excellente option à la position de quart en 2020. Ah, Baker Mayfield, je l'avais croisé lorsque j'étais à la Nouvelle-Orléans lors de la semaine Super Bowl sur Canal Street. Il a passé à côté de moi, puis là, j'étais comme, hey, c'est Baker Mayfield. Et ça, il parlait il était sur son téléphone cellulaire, mais il n'est pas très grand, hein. C'est vraiment, là, Mm. en le voyant, tu sais, c'est 6 pieds, puis même là, je suis pas certain, là. Tu sais, quand tu vois les joueurs en personne, des fois, ça explique certaines choses, ça explique pourquoi certaines de ses passes sont rabattues derrière les géants au niveau de la ligne d'attaque. Mais comme ça si bien dit, il faut arrêter de sous-estimer Baker Mayfield, malgré encore un autre changement de coordinateur à l'attaque du côté des Bucks. Maintenant, Bo Nix, j'en ai parlé tout à l'heure, comparé un peu à Jackson Dart, mais lui, il a été une des grandes surprises de la dernière saison. Repêché comme quart numéro 29, il a terminé comme quart numéro 10. Et tu te souviens, Didier, à ses 3 premiers matchs, on se disait aïe, 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 Bo Nix, pas facile, hein? Moyenne Ouais. de 200 verges, aucune passe de toucher, 4 interceptions, mais vraiment, il a pris son Certains l'avaient envol. même surnommé Bo Pix. Je ne sais pas si tu t'en souviens de ça. Là. Ouais. Mais il a vraiment pris son envol à partir de la semaine numéro 6. Il était le quart numéro 6 au total au niveau fantasy à partir de la semaine numéro 6. Moyenne de plus de 21 points par match. Il a terminé la saison avec 29 passes de toucher, dont 25 à ses 10 derniers matchs. C'est assez impressionnant. Puis en plus, il a ajouté près de 500 verges au sol et 4 touchés au sol. Maintenant, pour la suite des choses, je pense que si les Broncos se trouvent un jeu à l'attaque, et on l'a dit tout à l'heure, c'est une bonne cuvée pour repêcher un porteur de ballon, pour se dénicher un bon porteur de ballon. Je pense que ça pourrait ouvrir le jeu aérien pour Bo Nix. Ça pourrait grandement aider Bo Nix. Et il y a vraiment une relation aussi qui s'est établie avec Courtland Sutton. Je pense que Courtland Sutton, à cause de Bo Nix, va devenir un vétéran pour qui, dans les rondes peut-être 4, 5, 6, va devenir un vétéran intéressant à ajouter à une formation fantasy, un receveur numéro 2, numéro 3 d'une bonne formation fantasy. Donc, c'est le classique. Un bon corps arrière rend les receveurs meilleurs et c'est le cas dans le cas de Courtland Sutton. Maintenant, tes déceptions à la position de carrière. Là. Qui t'a brisé le cœur? À qui t'en veux personnellement à la suite de mauvaise saison? CJ Stroud, on ne peut pas passer à côté des Texans de Houston, repêché comme Mm. quart numéro 5, terminé comme quart numéro 18. Vous vous souvenez, mon petit jeu la semaine dernière, Aaron Rodgers ou Josh Allen, si j'avais fait le jeu avec Aaron Rodgers ou CJ Stroud, ben Aaron Rodgers aurait planté à plate couture CJ Stroud en 2024. Euh, L'année passée, on l'a repêché comme quart numéro 5, le contexte. Il sortait d'une saison 2023 où il avait obtenu plus de 4000 verges par la passe, 29 touchés au total et seulement 5 interceptions. On se disait, mon Dieu, CJ Stroud est parti pour la gloire. En 2024, ça a été Mm-hmm. beaucoup plus difficile. Moyenne de 13 points par match, 28e chez les quarts en moyenne. Écoute, il a obtenu moins de points par match que Daniel Jones a obtenu en 10 départs. C'est pour vous prouver à quel point il a connu une saison misérable, CJ Stroud. En fait, il est devenu un quart que vous ne pouviez pas insérer dans votre formation avec confiance semaine après semaine. Il a obtenu 12 interceptions, c'est donc plus du double d'interceptions de la saison précédente. Il a obtenu moins de 15 points par match dans ses 11 derniers matchs. Donc vraiment, ça a été une saison à oublier pour CJ Stroud. Du côté des Texans, maintenant, on a congédié le coordinateur à l'attaque, Bobby Slowick. On s'est dit qu'il va falloir trouver quelqu'un qui va pouvoir aider notre jeune quart. Je pense qu'ils ont vu la même chose que les experts fantasy. Pour le reste, ça reste à voir, mais CJ Stroud vraiment a connu une saison difficile. Mais il est encore jeune, il a encore quand même du talent. Il est talentueux, il a beaucoup de potentiel. Je pense qu'il peut rebondir la saison prochaine, mais à quel point, ça reste à déterminer. Oui, on va garder ça en tête pour Jayden Daniels. Et Jayden Daniels, ça va être sa deuxième année en 2025. Souviens-toi, là, il y a un an, là, on envoyait CJ Stroud à Kenton, en Ohio, au Temple de la Renommée. Alors, des fois, il y a la game de la deuxième année aussi. Alors, ça pourrait peut-être être un facteur
dans le cas du carrière étoile de Washington. Maintenant, Anthony Richardson, j'en parlais avec Jean-Michel tout à l'heure brièvement, lui qui est un partisan des Colts. Ça a été une grande déception. Là, puis, en tout cas, j'ai bien hâte de voir s'il pourra se replacer la saison prochaine. Ben, se replacer. Se placer tout simplement parce qu'il n'a jamais connu réellement de succès, là, du moins constant, là, depuis que les Colts sont repêchés. Si Jean-Michel écoute ce segment, je lui conseille de skipper, d'avancer à coup de 30 secondes, parce que je vais déverser mon fiel sur Anthony Richardson, repêché comme quart numéro 6, qui a terminé comme quart numéro 23 au niveau fantasy. En 2023, il avait seulement participé à 4 matchs, dont 2 matchs complets. Il avait obtenu plus de 21 points fantasy. On s'était vraiment basé sur l'échantillon, un Mm. échantillonnage petit. Moi, personnellement, je l'avais mis dans mes joueurs qui vont, dans mes busts en bon québécois, en début de saison et avec raison. J'ai trouvé des statistiques intéressantes sur Anthony Richardson. L'année dernière, il est allé lancer des ballons à sa première lecture 74% du temps. Donc, c'est bon. C'est le deuxième plus haut ratio dans la NFL et des 39 quarts avec 120 passes à leur première lecture. Euh, Anthony Richardson se classe bon dernier pour les passes complétées, la cote d'efficacité et les passes attrapables. Donc, c'est pour vous prouver à quel point la précision, c'est pas sa tasse de thé, Anthony Richardson. Il y a vraiment beaucoup de travail à faire là-dessus. Il y a des qualités, c'est sûr. Anthony Richardson, c'est un quart mobile et le quart mobile fantasy, ça va demeurer payant. S'il est sur le terrain, c'est un peu ça l'année dernière aussi avec Richardson. Il a été cloué au banc au profit de Joe Flacco. Maintenant, la suite des choses, j'ai bien hâte de voir parce que Anthony Richardson en 2025 va être également très polarisant au niveau fantasy. Selon moi, il y a deux issues possibles. Soit qu'il va finir par éclore, ou soit qu'il va devenir un quart numéro 2 dans la NFL, puis il sera un joueur négligeable, qu'on pourra négliger au niveau fantasy, qui ne sera pas payant, bref, qui ne sera même voire pas repêché. J'ai bien hâte de voir la tournure ou la tangente que la carrière d'Anthony Richardson va prendre en 2020. Maintenant, un joueur qui m'a déçu personnellement, Jordan Love, des Packers de Green Bay. Exactement. Jordan Love, si je vous l'avais dit en début de saison qu'il serait seulement 2 fois dans le top 10 à la position de carrière, ça c'est autant que Marcus Mariota en 2024. Vous m'auriez dit, Wow! es-tu fou Marc-André? Jordan Love est excellent. Il venait de connaître une fin de saison 2023, on s'en souvient, tout simplement incroyable. On pensait qu'il allait éclore en 2024. Ce ne fut pas le cas. Repêché comme quart numéro 10, qui a terminé comme quart numéro 17. 16 points par match seulement en 2024. C'est correct, sans plus. J'ai une petite statistique pour vous. En recul de passe l'année dernière, Jordan Love, seulement 57% de ses passes complétées. Il a lancé 15 touchés et été victime de 15 interceptions. Donc, ça a vraiment été difficile pour Jordan Love. Et aussi le fait que les Packers ont vraiment axé leur attaque sur le jeu au sol. Josh Jacobs a connu quand même une excellente saison. Maintenant, pour 2025, c'est sûr, Josh Jacobs l'a dit lui-même, je pense qu'il ne s'est pas fait d'amis chez les Packers, notamment Dalton Wicks. Il a dit, bref, que ça prenait un receveur numéro 1 pour aider Jordan Love. Je pense que c'est ça qu'on va rechercher du côté des Packers. Ça va grandement aider Jordan Love. Il est encore jeune, lui aussi, il a du potentiel, mais vraiment, il va falloir que l'attaque des Packers change. Il va falloir vraiment trouver un mâle alpha dans le groupe de receveurs, puisqu'on a tous des receveurs numéro 2, selon moi, à Green. Tout à l'heure, tu as dit que les bons carrières sont en... Comment tu as dit ça? Les bons carrières sont en mesure d'améliorer les receveurs. J'oublie comment tu as dit ça. Tu avais Ouais, bien dit ou ça. de faire que les receveurs produisent. Tu sais. C'est ça. Mais quand tu donnes 50 millions, là, j'oublie combien par année Jordan Love fait, ben, il est supposé là, justement rendre les receveurs meilleurs. D'élicher un receveur numéro un, OK, peut-être que ça va aider, mais on a un bon groupe de receveurs, moi, personnellement, je crois, du côté des Packers de Green Bay. Bon, ça aide pas que Christian Watson se blesse tout le temps, mais encore une fois, moi, je l'avais dit, on s'en était parlé durant l'été, avant le début de la saison. Moi, je trouvais que c'est prématuré de donner une prolongation de contrat à Jordan Love, de faire de lui un des meilleures carrières, un des carrières les mieux rémunérées, les mieux payées dans la NFL, alors qu'il a connu seulement une bonne deuxième moitié de saison en 2023. Alors moi j'attends encore de voir Jordan Love atteindre son plein potentiel. Il est talentueux, mais il y a trop de matchs où il a mal joué cette année. Il y en a eu beaucoup trop. Alors ouais, il mérite amplement de se retrouver du côté des déceptions. Exactement. Maintenant, on va faire un petit tour d'actualité rapide de ce qui s'est passé lors des camps d'évaluation. Il y a le DG des Colts d'Indianapolis, Chris Ballard, qui a dit qu'il aimerait ajouter un quart vétéran durant l'entre-saison pour faire compétition à Anthony Richardson.
ça rejoint un peu ce que je viens de te dire. Mm. Je pense qu'Anthony Richardson n'est pas bien en selle à Indianapolis. On va chercher une police d'assurance, un vétéran qui peut vraiment nous aider si Anthony Richardson connaît d'autres ratés. Ouais, c'est pas un bon épisode du podcast pour Anthony Richardson. C'est 3 fois qu'on parle de lui. Mais écoute, c'est avec raison. Il faut pas oublier, là, du côté de Chris Ballard, lui, il a son emploi protégé. Là. Donc, il peut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Tu viens de le mentionner, Richardson rate constamment des rencontres en raison de blessures, si bien qu'on avait utilisé Joe Flacco à titre de carrière partant pendant une portion de la saison. C'est la chose à faire du côté de Ballard. Maintenant, qui sera le carrière qui va aller chercher le vétéran carrière via le marché des joueurs autonomes ou par voie de transaction? Ça reste à voir, mais clairement, on n'a pas entièrement confiance et avec raison en Anthony Richardson. Côté des Eagles maintenant, Nick Sirianni qui a dit que ce serait injuste et insultant de bannir le fameux touche-push, la poussée fraternelle, comme dirait David Arsenault. Il y a les Packers qui veulent vraiment faire bannir ce jeu-là. Qu'est-ce que tu en penses, Didier? Le touche-push, c'est illégal ou ce l'est pas? Probablement, ce sont les Packers, finalement, parce que moi, j'avais lu qu'il y avait une équipe anonyme qui avait fait une requête auprès Ouais, de la NFL afin de bannir le touche-push. Donc, c'est sorti, c'est les Packers, les plaignards. c'était hier, ça a sorti les Packers, ouais. C'est les Packers, hein, les chialeux, les plaignards. Écoute, c'est aux défenses adverses d'arrêter le touch-push. Moi, je suis d'accord avec Nick Sirianni. Je ne suis pas nécessairement un grand fan de Nick Sirianni, l'entraîneur-chef de ton équipe favorite, mais il a raison. Là. C'est n'importe quoi là, de demander ça. Puis oui, ça serait injuste, puis ça serait insultant de voir ça. Regardez, c'est aux défenses d'arrêter le touch-push, là, tout simplement. C'est à eux de le faire, ou c'est à eux d'être aussi performants en utilisant la même stratégie. Les autres équipes peuvent bien utiliser la fausse flamme du cœur assistée. Les Bills l'ont fait régulièrement durant la saison. Malheureusement, pour eux, ça n'a pas fonctionné lors du match éliminatoire contre les Chiefs, mais les autres équipes aussi peuvent le faire. Alors, regarde, Jason Kelsey a pris sa retraite. Malgré tout, le touche-push a continué de fonctionner du côté des Eagles. Clairement, les Eagles font quelque chose de mieux que les 31 autres formations de la NFL. Je parle à l'ancien joueur défensif. Qu'est-ce qu'il faut faire en défense pour arrêter le touche-push? Écoute, c'est de la base, hein, tout simplement. Faut être bas du côté. Il n'y a rien que les équipes ne font pas défensivement, je te dirais techniquement, qui n'est pas bon. Là. Il faut essayer de rester bas, il faut essayer de tanker au niveau de la ligne défensive, notamment tout part de là. Mais la ligne à l'attaque des Eagles, elle est excellente. C'est une des plus grosses. Il me semble que j'avais lu ça lorsque je me préparais pour le Super Bowl. Je pense que c'est la plus grosse ligne à l'attaque qui a participé au Super Bowl. Ça fait des années. Elle est talentueuse, elle est très bonne. Les Eagles sont tout simplement meilleurs en situation de court gain que la grande majorité des équipes de la NFL. C'est aussi simple que ça, je crois. Duke Tobin, le DG des Bengals, et j'ai écouté une entrevue ce matin avec Zach Taylor aussi, qui a réitéré, qui était dans la même veine, que les Bengals se préparent à faire de Jamar Chase le receveur le mieux payé de l'histoire de la NFL, le joueur le mieux payé, excluant les carrières. Jamar Chase, on dit qu'il touchera potentiellement jusqu'à 40 millions par année. Ça serait un contrat tout simplement incroyable. Et on a également mentionné que T. Higgins on aimerait signer T. Higgins à long terme, et si on ne le signe pas, on devrait lui apposer l'étiquette de joueur de concession. Donc, on essaie vraiment de garder nos morceaux en attaque, nos 2 receveurs étoiles du côté des Bengals pour 2025. OK, tant mieux. Cette formule-là a fait en sorte qu'on n'a pas participé aux éliminatoires l'année dernière. Ça n'entend pas d'investir de l'argent, des sous du côté de la défense. Je comprends, Chase a été incroyable l'année dernière. Tu n'as pas le choix de le récompenser. Mais T. Higgins, je sais puis que Joe Burrow veut qu'on garde T. Higgins. T. Higgins est un excellent joueur. Il pourrait être un receveur numéro 1 avec d'autres équipes de la NFL. Mais il faut qu'on utilise des ressources financières au niveau de la défense. C'est ça qui a flanché tout au long de l'année du côté des Bengals de Cincinnati. Puis là, on va avoir un nouveau coordonnateur en défense. Il faut lui donner une chance, il faut lui donner des armes défensivement. Alors, OK, bon, on veut faire de T. Higgins le joueur le mieux payé de la Ligue en excluant les carrières. Mais, pas T. Higgins, mais je parle de Jamar Chase. Mais si on offre également un contrat à long terme à Higgins, pour moi, ça fait trop de ressources financières du côté de l'attaque. Ça, sans compter le contrat de Joe Burrow en plus. Alors, je sais pas comment on va faire pour améliorer la défense du côté des Bengals. Bref, j'ai hâte de voir la suite des choses. Boude pas mon plaisir fantasy. Une mauvaise défense, une attaque incroyable,
c'est l'Eldorado au niveau fantasy. Une défense qui donne des Ah, points, une ouais, attaque qui j'en doit doute en pas au marquer niveau du 35. fantasy. Ouais, et C'est ça ça fait qu'on que les recherche. Bengals, ouais, les Bengals vont être chez eux au mois de janvier. C'est ça qui va arriver encore une fois. Le fantasy va être terminé, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. Non, non. Ben, Andrew tu gagnes Berry, ta j'en ai parlé ligue. tout à l'heure. Oui. Andrew Berry, le DG des Browns, j'en ai parlé, il a parlé de Myles Garrett. Il a dit qu'il ne souhaite pas l'échanger. Mais est-ce qu'on passe à côté d'une occasion du côté des Browns? Parce qu'on ne gagnera pas le championnat au cours des 3-4 prochaines saisons. Je pense qu'on aurait peut-être pu monnayer Myles Garrett à fort prix. Est-ce que c'est une occasion ratée du côté des Browns? Ben, si effectivement on ne l'échange pas, oui, ça va être une occasion ratée. Là, peut-être que Drew Berry il dit ça pour essayer de faire augmenter la valeur de Myles Garrett, que les équipes arrivent et offrent plus de choix au repêchage afin de l'échanger. Peut-être une stratégie de la part de Berry. J'espère pour lui que c'est ça. Parce que oui, effectivement, ça serait une occasion ratée. Oublie pas, il nous manque des choix au repêchage du côté des Browns en raison de la transaction qu'on avait faite pour amener Deshaun Watson euh, à Cleveland, si je me souviens bien, là, on avait donné des choix pour Watson. Donc, ça, Garrett, c'est comme si c'est une faveur qu'il ferait aux Browns, qu'il fait aux Browns en ne voulant plus de retour à Cleveland. Alors oui, ça serait une opportunité ratée du côté d'Andrew Berry, le DG, s'il n'échange pas Myles Garrett, qui est son meilleur joueur, en retour de choix au repêchage. On a besoin d'aide à une multitude de positions là, du côté des Browns. Je suis assez d'accord avec tout ça, Didier. Je pense qu'on devrait faire ça du côté des Browns. Ce serait la chose, disons, logique à faire ou intelligente à faire si on veut pouvoir compétitionner peut-être quoi dans 4 ou 5 ans. Parce qu'on sait en plus notre division elle est excessivement forte avec les Bengals, les Ravens, les Steelers qui sont toujours dans le coup. Bref, on a besoin de plus que Myles Garrett du côté des Browns, selon moi. Non, je suis entièrement d'accord avec toi, Marc-André. Ben, écoute, on a fait le tour. On avait quand même un épisode rempli, même si c'est la saison morte. Encore une fois, on va remercier Jean-Michel Elie de nous avoir consacré de son temps pour l'entrevue. Alors, merci Marc-André, Guillaume, tous les gens qui téléchargent le podcast à toutes les semaines, qui le regardent sur la chaîne YouTube. Partagez les liens. Partagez les liens, invitez vos amis qui sont des maniaques de football afin de regarder le podcast, soit via YouTube, soit de l'écouter, que ce soit sur Spotify ou Music, peu importe. Alors, on espère que cet épisode du podcast Sac du cœur vous a plu. On vous reparle la semaine prochaine.